Bonjour à toutes et à tous. Vraiment bienvenue à ce webinaire organisé par Mascritic. On est très heureux. Mon nom est Valérie Védrine. Je suis fondatrice, cofondatrice, instigatrice, enfin bref, de Mascritic, du groupe Ecomark. Et je suis ravie de vous retrouver vraiment aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est vraiment central depuis la création de Mascritic, du groupe Ecomark et de tout ce mouvement-là, qui est vraiment de parler de l'impact de la publicité et de son rôle dans la transition écologique et plus précisément l'influence de la publicité sur la surconsommation et son rôle dans les crises environnementales actuelles. Donc, pour commencer, juste quelques petits détails techniques. On est ensemble pour 1 heure. Je vais vraiment faire attention de respecter l'heure parce que vous vraiment prennent cette heure de lunch avec nous. On est vraiment très chanceux, mais je veux vraiment être respectueuse de votre horaire. Je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. On va garder vraiment notre objectif, c'est de garder un bon 10-15 minutes à la fin pour y répondre. Le webinaire est enregistré, comme vous le voyez, et sera accessible à tous via notre page YouTube. Donc, on va le mettre vraiment à disposition de tout le monde dans les prochains jours. Donc, on tombe dans le vif du sujet. Mascritic, beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme à but non lucratif dont la mission est de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est vraiment pile dans notre sujet. Notre BNL a été créé il y a près de 3 ans maintenant, en fait, par moi, Julien, qui parlait au début, mais aussi tout un groupe de marketeurs. Donc, on est vraiment des gens de l'industrie qui, à un certain point dans nos carrières, on s'est rendu compte que, en fait, notre métier était vraiment un des rouages importants de la surconsommation et qu'on pouvait faire les choses différemment. Donc, de ce constat, on s'est dit que le marketing a quand même, et la créativité au lieu de dans notre métier, peut jouer un rôle positif. Et la question vraiment qui est au cœur de toute de tout ce mouvement-là, c'est comment la publicité peut être un levier de transition vers une société plus sobre, plus respectueuse de la société et de l'environnement, plutôt que juste un moteur de la surconsommation. Donc, on disait souvent avec Julien au début, comment faire partie de la solution et pas que du problème. Donc aujourd'hui, avec nous, vraiment très chanceuse, on va avoir la chance de discuter avec Julie-Christine Denoncourt, qui est analyste en réduction à la source chez Équiterre et qui est co-autrice du rapport sur consommation et publicité qui est sorti la semaine dernière, donc vraiment un sujet chaud. Et on a la chance, en fait, d'avoir un panéliste qui s'est rajouté à cette présentation-là, qui est Thomas Lecordier, qui est président-directeur général de l'ADOC, donc l'Association des agences de communication créative. En fait, à l'origine, ce panel-là devait être uniquement une présentation du rapport, donc avec Julie-Christine, mais dans les derniers jours, des articles sont sortis et donc, en fait, ça a soulevé beaucoup de questions. Puis nous, vraiment, on adore cette position-là parce que on pense dans le dialogue qui est la solution. Donc, j'ai invité Thomas, il a tout de suite accepté à venir faire partie de ça. Donc, on va quand même laisser une grande partie de notre webinaire. On va laisser la chance à Julie-Christine de présenter le rapport, présenter tous ces apprentissages-là. Et on va pouvoir avoir comme ce débat en direct, Thomas qui va pouvoir réagir. Et puis, évidemment, vous tous. Donc, l'objectif, c'est vraiment de garder 15 minutes à la fin pour qu'on puisse aussi répondre à vos questions. Donc, essentiellement, 2 grandes questions qu'on va se poser ensemble. La première, c'est quel est l'impact de la publicité sur la surconsommation? Donc là, très belle étude d'Équiterre. Je vais laisser Julie-Christine le présenter. Et après, et je pense que c'est là que ça va devenir intéressant et peut-être un petit peu plus intéressant au niveau du dialogue et de l'échange, quelles sont les pistes d'action pour encadrer, développer, créer des nouveaux outils pour que notre marketing, notre industrie soit plus au service de la transition écologique. Et c'est là qu'on va avoir une discussion avec Thomas et Julie-Christine. Donc, j'arrête de parler, j'arrête de partager. Julie-Christine, je vais te laisser. Et écoutez, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais juste mettre mon petit apparemment en plein écran. Voilà, comme ça.
Puis merci aussi, je vous dis moi-même merci d'être avec nous aujourd'hui là, pour venir entendre parler de notre rapport et du lien entre publicité et surconsommation. Donc rapidement, si vous ne connaissez pas Équiterre, on est un OBNL environnemental actif depuis 30 ans, puis on travaille autant auprès des gouvernements que de la population qu'auprès des institutions sur 4 différents axes de travail, donc mobilité, transport, alimentation, agriculture, climat, énergie et enfin production et consommation. Donc, pour l'objet de ma présentation, ce qui nous intéresse aujourd'hui et du rapport qu'on a dévoilé la semaine dernière, on s'est intéressé à la publicité commerciale en tant que facteur de surconsommation. On le sait, notre surconsommation au Canada puis au Québec, elle est problématique d'un point de vue environnemental. Tous les biens qu'on achète demandent des ressources naturelles pour être produits. Leur processus de fabrication aussi émet des GES. Le transport pour acheminer ces biens-là émet aussi beaucoup de GES. Et lorsqu'on a fini d'utiliser ce bien-là, sa gestion en fin de vie a aussi de nombreux impacts environnementaux. Donc, ce qu'on met de l'avant avec ce rapport-là, c'est que cette surconsommation-là, elle est amplifiée, entre autres, par la publicité. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui font augmenter la consommation. On a aussi fait des recherches et des recommandations dans les dernières années sur d'autres sujets, mais ce rapport-là voulait vraiment venir explorer la place de la publicité dans tout ça. Donc, je voulais, avant de parler des résultats, mettre de l'avant quelques chiffres ou résultats d'études qui viennent un peu parler de ce lien-là entre publicité et consommation ou hausse de la consommation. Donc, tout d'abord, 2 études très intéressantes qui ont été réalisées assez récemment, des études macroéconomiques réalisées par des économistes sur 30 ans, des États-Unis et de la France. Donc, ces 2 études-là ont démontré que les investissements en publicité à eux seuls avaient respectivement fait augmenter le niveau global de consommation de ces 2 populations-là de 7 et de 5,3 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même quand on enlève tous les autres facteurs qui peuvent influencer le niveau de consommation de la population, donc le revenu, la situation économique globale du pays, l'âge, etc., si on garde seulement le facteur des investissements publicitaires, la consommation augmente quand même. Deuxième exemple, une campagne publicitaire de la marque automobile Audi, diffusée au Royaume-Uni entre 2015 et 2017, a mené directement à une augmentation des ventes de 133 000 voitures. Il y a des exemples comme ça dans tous les secteurs. On sait très bien que la publicité fait augmenter les ventes. Je ne vous apprends rien ici. Et finalement, la dernière étude que je voulais mettre de l'avant, que je trouvais intéressante aussi, c'est des études qui ont été réalisées par des neuropsychologues qui ont démontré que des personnes exposées à une publicité avaient une attitude plus favorable à la marque présentée, évidemment, et des intentions d'achat plus élevées que les personnes qui n'y étaient pas exposées. Et ça, même si elles ne se rappelaient pas d'avoir vu ou entendu la publicité. Donc, il y a un effet inconscient, je dirais, de la publicité. Donc, quand on entend des gens dire que la publicité ne les influence pas, malheureusement, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a une influence sur nos cerveaux, même si on ne se rappelle pas d'avoir été exposé en fait à une publicité. Maintenant, comment la publicité arrive à nous faire consommer davantage? Vous en avez probablement déjà une idée comme vous êtes dans le milieu, mais je voulais tout de même revenir sur certaines idées que la littérature met de l'avant et qu'on a reprises dans notre rapport. Donc, généralement, la publicité associe le fait de posséder un ou des biens à un certain bonheur ou à des émotions ou à des valeurs dites positives. Ça peut être associé aussi à la réussite, à une manière d'avoir une meilleure qualité de vie, etc. Donc, elle présente souvent le fait d'avoir des possessions matérielles comme un objectif de vie. En faisant ça, on vient créer une norme, on vient montrer en fait à la population, au public, que c'est normal, que c'est bien vu d'acheter, de posséder et d'utiliser de multiples biens. Il y a aussi plusieurs recherches qui ont démontré que l'écoute de la télévision était liée au développement de valeurs matérielles. Et d'autres recherches ont aussi montré que l'exposition à des messages plus matérialistes était liée au développement de valeurs matérialistes et consuméristes, donc des valeurs qui sont vraiment concentrées autour du fait de posséder des choses qui valorisent la possession de biens matériels.
Donc, en augmentant la consommation de biens et de services, la publicité est indirectement responsable des impacts environnementaux négatifs générés par, comme je le disais plus tôt, la fabrication, l'utilisation, le transport et la gestion en fin de vie de ces biens-là. Le calcul des émissions de GES de l'influence publicitaire nous permet d'avoir une idée de ces impacts environnementaux. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous connaissez déjà Masse Critique, vous connaissez probablement déjà le concept parce que Masse Critique mesure ces émissions-là pour le Québec depuis 2 ans déjà. Donc, c'est pour nous, chez Équiterre, une preuve concrète qui justifiait qu'en tant qu'acteur environnemental, on s'intéresse à la publicité. Donc, à gauche, vous avez les chiffres de Masse Critique, que les émissions de GES, l'influence publicitaire au Québec pour l'année 2023 étaient de 10,3 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça, c'est l'équivalent du tiers des véhicules de la province, donc c'est pas rien. Et elles ont aussi augmenté entre 2022 et 2023 de 66 ce que, Valérie, tu me corrigeras si je me trompe, mais vous attribuez notamment au fait que les investissements publicitaires dans les secteurs polluants ont augmenté. Je vous ai aussi mis l'exemple d'une agence précise qui a calculé en fait que les émissions de son influence publicitaire pour l'année 2022, donc à l'échelle internationale, c'est une agence qui est dans plusieurs pays, était 32 fois supérieure à celle de ses activités directes, donc tout ce qui est la gestion des bureaux, par exemple, ou le transport de ses employés, ou le tournage de publicité, etc. Donc, elles étaient de 12,8 millions de tonnes d'équivalent CO2. De le comparer aux émissions directes, je trouve que ça donne une perspective de quel poids, justement, prennent ces émissions indirectes-là. Maintenant, pour ce qui est de notre étude plus précisément, on avait 5 différents objectifs. Je passe rapidement, mais ça vous permettra de mieux comprendre les étapes suivantes et où on s'en va avec ça. Donc, on voulait premièrement établir un portrait des investissements en publicité au Canada. On voulait également évaluer d'un côté la vision de l'industrie publicitaire et d'un autre côté la vision des consommateurs et consommatrices du rôle de la publicité dans le contexte de surconsommation et aussi leur vision de certaines mesures d'encadrement de la publicité. On voulait également comprendre les stratégies puis les messages qui étaient mis de l'avant dans les publicités au Canada pour certains biens de consommation. On voulait aussi établir un portrait du cadre légal entourant la publicité au Canada et au Québec. Je vais passer très rapidement là-dessus. Et finalement, on voulait proposer des recommandations pour améliorer l'encadrement de la publicité au Canada et au Québec. Ce que je dois dire aussi, c'est que pour certaines analyses, puis vous le verrez tout au long de ma présentation et dans le rapport, on s'est concentré sur une catégorie de biens de consommation qui sont les appareils électroniques et électroménagers. Donc, il fallait mettre des limites à notre étude, comme dans toute recherche. Et on a choisi ces biens-là parce qu'on en consomme beaucoup au Canada. Dans les dernières années, la consommation de ces appareils-là a augmenté. Parce que leur empreinte environnementale est très élevée aussi pour leur fabrication, pour leur gestion en fin de vie aussi. Il y a beaucoup de problématiques avec les déchets électriques et électroniques. Et parce qu'ils font fréquemment l'objet de publicité également. Finalement, on a reçu pour cette recherche-là du financement du gouvernement fédéral, donc du Bureau de la consommation, d'innovation, sciences et développement économique Canada. Maintenant, pour la partie qui nous intéresse le plus, les résultats, je vais commencer avec les investissements publicitaires au Canada. Donc, en 2023, le marché publicitaire était estimé à 20,86 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du budget en éducation au Québec. Donc, c'est un très gros montant. Et juste de manière indicative, là, on a pris l'année 2023 puisque c'est la dernière année là, pour laquelle on avait les données à jour. On a aussi regardé la tendance dans les dernières années. Et on a vu que par rapport à 2022, c'était une croissance de 7,7 des investissements. Et c'est la plus grande hausse depuis 2012, sans compter le rattrapage qu'il y a eu après 2021 en raison de la pandémie. Également, sur les 5 dernières années, depuis 2023, donc entre 2018 et 2023, il y a eu une augmentation des investissements de 33 Donc, on voit qu'il y a vraiment une tendance à la hausse. Puis, on pense qu'on est en droit de se poser la question si c'est réellement une bonne chose quand on sait que les investissements font augmenter la consommation, comme je l'ai dit plus tôt, et que les investissements dans les secteurs polluants augmentent, comme le rapport de Masse Critique le soulignait.
Ce que ça nous dit aussi, surtout, ce 20,86 milliards de dollars dont j'ai parlé, c'est que le poids économique de la publicité au Canada est considérable, ce qui fait en sorte que c'est un gros joueur et que l'industrie ne peut pas se permettre de rester passive dans le contexte actuel de crise climatique. Finalement, on a aussi en fait regardé par catégorie d'investissement. Et puisque les appareils électroniques et électroménagers nous intéressaient un petit peu plus, et les biens de consommation de manière générale, je vous ai mis ici 2 chiffres de l'avant. Le premier qui concerne les investissements publicitaires pour les produits informatiques, électroniques et de télécommunications. Ils ont connu une hausse de 122% entre 2018 et 2023. Et pourquoi on le met de l'avant? Ben, c'est que c'est la catégorie de produits qui a connu la plus grande hausse des investissements. Et finalement, le commerce au détail est celui dont les dépenses en publicité numérique étaient les plus élevées en 2023. C'est 3 milliards de dollars, comme on peut le voir ici. Ensuite, pour les entrevues avec les agences publicitaires, pour avoir leur point de vue, on a rencontré 10 différentes agences actives au Québec. Donc, c'est assez exploratoire. Ça ne représente pas toute l'industrie, évidemment, mais ça nous donne déjà une première idée, de première perspective de leur. On a aussi volontairement inclus dans cet échantillon-là de 10 agences, 2 agences à impact social et donc le reste plutôt traditionnel pour peut-être avoir un comparatif aussi. Donc, on a abordé plusieurs thèmes avec eux. Le premier étant le lien entre publicité et hausse de la consommation. Et l'avis des professionnels du milieu était assez partagé, ce qui n'est pas surprenant. Une partie du milieu disait que la publicité n'existait que pour informer des consommateurs et consommatrices qui voudraient déjà acheter un bien, alors qu'une autre partie nous disait non, c'est vrai que la publicité crée des désirs et non pas des besoins. On a aussi, en fait, pour faire le lien avec le côté plus environnemental, on a aussi demandé aux personnes si elles connaissaient le concept d'émission de GES de l'influence publicitaire, puisque c'est assez nouveau. Et on s'est rendu compte que c'était inconnu ou méconnu au sein de l'industrie publicitaire. Donc, il y avait 4 des 10 agences qui ne pouvaient pas l'expliquer correctement. Là, vous allez peut-être me dire que 6 sur 10 qui peuvent l'expliquer correctement, c'est un bon chiffre, mais il faut se rappeler qu'il y avait quand même 2 agences à impact social qui sont quand même plus familières avec ce concept-là. Donc, ça peut avoir peut-être biaisé un petit peu la question. Et encore une fois, ça reste 10 agences, donc assez exploratoire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que même après avoir eu une définition des émissions de GES de l'influence publicitaire par la personne qui les rencontrait, il y a plusieurs agences qui ont quand même développé sur les émissions directes de leur agence plutôt que de développer vraiment sur les émissions indirectes. Ensuite, on leur a aussi demandé en fait, selon eux, quel devrait être le contenu des publicités pour des biens de consommation comme les appareils électroniques et électroménagers. Ce qu'on nous a mis de l'avant, c'était surtout le prix du bien, les rabais disponibles, l'utilisation du style de vie pour mettre de l'avant le bien annoncé puis l'associer à un comportement recherché par la clientèle. On nous a aussi mentionné la sollicitation de diverses émotions permettant de toucher une corde sensible chez les acheteurs ou les acheteuses potentielles. Donc, tout ça fait un peu le lien avec ce que je disais plus tôt sur une manière d'avoir une meilleure qualité de vie ou un style de vie spécifique, etc. Et du côté des appareils électroniques, surtout pour téléphones intelligents et ordinateurs, il y a beaucoup été question de mettre de l'avant l'innovation des nouveaux modèles et notamment, ça c'est vraiment des agences qui nous l'ont dit, pour inciter les gens à changer d'appareil. Donc, vous comprendrez que nous, on a trouvé ça un petit peu plus problématique de notre côté. Je vais y revenir plus tard aussi également. Et finalement, pour ce qui est de leur avis sur les mesures d'encadrement, il y a plusieurs personnes rencontrées qui ont fait valoir que la mise en place d'un mécanisme obligatoire pour encadrer la publicité aurait beaucoup plus d'impact que les mécanismes volontaires ou d'autorégulation qui existent déjà, parce que le pouvoir des agences, puis ça vous le savez probablement plus que moi, mais le pouvoir des agences de décider du message d'une publicité est souvent limité par le désir du client. Donc, si on a une agence qui applique des règles volontaires, le client pourrait tout aussi bien aller voir une autre agence qui n'applique pas ces règles-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous a fait valoir qu'un mécanisme obligatoire aurait beaucoup plus d'impact. Tous les individus rencontrés aussi, ça c'est très intéressant, ils ont tous mentionné que
l'industrie était très résiliente et qu'elle saurait s'adapter à la mise en place de nouvelles règles. D'autres nous ont dit qu'ils étaient déjà habitués de travailler avec certains cadres existants. On peut penser à la publicité pour le tabac, la publicité pour les enfants, pour les boissons alcoolisées, etc. Par contre, ce qu'on nous a bien fait comprendre, c'est qu'il fallait que ces règles-là soient très, très claires, qu'elles définissent clairement ce qui est interdit, ce qui est permis, et qu'elles s'appliquent à vraiment tous les joueurs de l'industrie, influenceurs et influenceuses compris, parce qu'on sait qu'ils sont de plus en plus populaires et actifs. Ensuite, au niveau de l'avis de la population, on a fait un sondage auprès de 1530 quelques Canadiens et Canadiennes avec différentes affirmations pour avoir leur niveau d'accord et de désaccord. On a abordé sensiblement les mêmes thèmes qu'avec les agences publicitaires. Donc, premièrement, le lien entre publicité et consommation. Et peu de personnes nous ont répondu qu'ils avaient l'impression que les publicités les incitaient à consommer. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi démontrer, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'effet inconscient de la publicité. C'est difficile à interpréter vu que c'est seulement un sondage quantitatif. Il faudrait aller creuser un petit peu plus loin avec des entrevues, par exemple, mais on peut le voir comme ça. Pour ce qui est du contenu des publicités, il y a une majorité de personnes, là, donc 60%, qui nous ont dit que les publicités ne présentaient pas assez d'informations de base là, sur les caractéristiques principales d'un produit. Donc, on parle par exemple du prix ou de sa performance ou de sa durabilité. On parlait encore une fois là, seulement des appareils électroniques et électroménagers dans ce cas-ci. Il existe aussi un certain appétit là, de la part de la population pour plus d'informations directement sur la durabilité dans les publicités pour ces produits-là. Finalement, pour les mesures d'encadrement, il y a une forte majorité, donc 78% des gens qui étaient en accord avec le fait que le prix d'un bien devrait également être présent dans une publicité quand on a un rabais qui est affiché. Je vais revenir plus tard là-dessus. C'est quelque chose qu'on a vu là, dans le contenu des publicités. Et 44% étaient en accord avec une interdiction des publicités qui incite à changer ou à remplacer son appareil pour un modèle plus récent. Il y avait quand même une bonne partie qui se disait ni en accord ni en désaccord et une vraiment plus faible proportion en désaccord. Tout ça est détaillé dans notre rapport si ça vous intéresse davantage. Maintenant, pour l'analyse de contenu des publicités, on a fait une analyse de 238 publicités spécifiquement pour des appareils électroniques et électroménagers. Ce sont des publicités qui ont été diffusées au Canada dans les 5 dernières années, donc on est remonté jusqu'à 2020 pour certaines, de format imprimé, numérique ou télévisuel. On n'a pas de publicité radio puisque c'était un petit peu plus difficile à aller chercher. Plusieurs constats sont ressortis de cette analyse-là. Le premier étant qu'il y a plusieurs thèmes présents dans les publicités qui renvoient à cette idée que le bien présenté va nous aider à vivre un style de vie spécifique ou enviable ou à atteindre un certain niveau de qualité de vie. Donc, je pense aux 4 premières lignes qu'on voit ici, là, tout ce qui est contenu émotionnel, contenu humoristique, tout ce qui est activité, loisir ou occupation aussi, quand on nous présente, par exemple, une activité sportive à laquelle on vient attacher un bien spécifique qui va nous permettre d'augmenter nos performances sportives. C'est quelque chose qu'on a vu. L'amélioration et l'innovation, comme je l'ai dit, vraiment pour inciter à passer au nouveau modèle et aussi l'unicité du produit. Un deuxième constat, c'est qu'il y a des thèmes assez présents ou très présents qui, selon la littérature, peuvent inciter au remplacement d'un appareil ou à l'achat d'un appareil qu'on n'avait pas déjà. Je parle évidemment, comme je l'ai dit, tout ce qui est innovation, mais aussi tout ce qui est offre promotionnelle, qui est le thème le plus présent qu'on a répertorié dans les publicités. Donc, 43% présentaient une ou plusieurs promotions, alors que plusieurs études démontrent que ça pousse les gens à consommer. On le détaille aussi dans notre rapport. Finalement, le prix de l'appareil est présent dans seulement une publicité sur 6, alors qu'on voyait que les consommateurs et consommatrices trouvaient que c'était important et que même au niveau des agences publicitaires, on nous disait que c'était quelque chose à mettre de l'avant. On voit que c'est peu le cas. Et pour aller encore plus loin, la moitié des publicités qui présentaient au moins une stratégie de financement ne mentionnaient pas le prix.
Et 40% des publicités qui présentaient la possibilité de payer en plusieurs versements ne l'affichaient pas non plus, ce qui peut faire paraître le bien le plus attrayant, je dirais. Et dernier petit élément, c'est que en fait, les éléments qui permettent aux consommateurs et aux consommatrices de faire des choix plus durables, comme les deux dernières lignes que vous voyez ici, là, ce qui est la fiabilité, durabilité, réparabilité, sont très peu présents dans les publicités. Finalement, pour notre dernière analyse, qui est l'analyse législative, je vais y aller très rapidement, mais en gros, on a deux lois générales qui encadrent la publicité au Québec et au Canada, et quelques autres lois ou règlements le plus spécifiques pour des biens ou des services spécifiques, par exemple pour la publicité sur le tabac. On peut encadrer la publicité de deux manières, donc soit en imposant une partie de son contenu, donc un devoir de publicité, ou en imposant une manière de le faire aussi, ou en interdisant une partie de son contenu ou en interdisant de présenter certaines informations d'une manière précise. Et il faut, en fait, pour qu'un encadrement de la publicité soit justifié, il faut qu'il s'inscrive dans un objectif urgent et réel. Et on croit que, en fait, la protection de l'environnement pourrait être un objectif urgent et réel. Ça a déjà été reconnu comme tel dans un jugement précédent. Donc, on pourrait le mettre de l'avant pour certaines propositions d'encadrement également. Donc, ça fait pas mal le tour assez rapidement des grandes lignes de notre rapport. Et si vous avez des questions plus précises par la suite, évidemment, je pourrai y répondre. Et sinon, évidemment, il est disponible sur notre site. Donc, Valérie, je vais te redonner la parole. Et puis, plus tard, je pourrai présenter aussi nos recommandations qui découlent de tout ça. Parfait. Merci, Julie-Christine. Je te remercie de nous avoir donné comme ça un survol. Effectivement, il reste toute la portion réglementation qu'on va, réglementation, ou en tout cas, proposition de réglementation, qu'on va discuter dans un deuxième temps. Peut-être, en fait, c'est là que j'ouvrirai rapidement un peu la période d'échange. Thomas, je sais que tu es passé à travers le rapport, que tu l'as regardé de manière détaillée. Quelle est ta réaction? C'est sûr que toi, tu représentes, puis je veux quand même le dire, parce que tu représentes une portion de l'écosystème. C'est-à-dire que tu représentes les agences de com. Nous, MS Critique, on dit souvent que l'industrie ne changera pas si l'ensemble de l'écosystème ne change pas. Donc aussi les clients, les marques, les gens de marketing en entreprise, les médias, etc. Donc, tu représentes juste une portion. Mais s'il te plaît, quelle est ta réaction? Quelle a été ta réaction quand tu as vu le rapport? Merci beaucoup, Valérie. Merci, Julie-Christine Pied-Équiterre. Donc, je vais commencer par peut-être trois réactions qui sont plus macro par rapport au rapport. La bonne nouvelle, c'est qu'on est absolument d'accord sur l'importance de parler de surconsommation. Donc, c'est super d'avoir ce débat. On est aussi, je pense que c'est le deuxième point, on est super ouvert à la discussion parce qu'on pense vraiment que on peut toujours faire mieux en tant qu'industrie. On pense aussi que on est dans un monde qui bouge extrêmement vite, donc rester statique et puis rester arrêté sur des principes, ça n'a aucun intérêt. Donc on veut justement évoluer avec le milieu, évoluer avec les tendances. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de l'ADN de toutes les agences de communication créative. Et le troisième point, je pense, qui est extrêmement important, c'est on est surtout ouvert à la co-création, donc de solutions. Puis on est une industrie, moi j'appelle ça là, on a l'autorégulation efficace. Pour ceux qui savent, puis c'est mentionné dans le rapport des critères d'ailleurs, donc on a aussi les normes de la publicité, au Ad Standards en anglais, qui est un organisme d'autoréglementation qui est relativement efficace, donc qui a fait ses preuves dans le passé. Et donc, on est tout à fait ouvert et intéressé à regarder certaines solutions en mode co-création. Parce que je vais revenir après, puis peut-être qu'on parlera, Julie-Christine, des propositions, parce que il y a évidemment, et personne ne sera surpris, il y a des choses qui nous gênent dans les propositions qui sont avancées. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que dans certaines des propositions, on trouve qu'il y a des très bonnes pistes de départ. Donc, je pense qu'il y a des choses que nous, on adorerait prendre, par exemple, en format comité de travail. Puis je vais revenir un petit peu sur les agences qui ont participé puis qui ont répondu à certaines questions. Donc, aucun problème avec ça. Donc, tout à fait conscient que ça a été fait de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a nécessité d'avoir un consensus au niveau des agences, sur
les propositions et puis d'avoir la vue d'ensemble des propositions. Donc nous, on est plutôt effectivement en mode co-création à travers un comité de travail à partir du moment où il y a des pistes qui sont identifiées par toutes les parties prenantes. Juste pour finir, parce qu'après on va tomber dans le détail, mais on est évidemment plus perplexe, comme je disais, sur deux choses. Sur le fait que le rapport isole la publicité commerciale. Valérie, tu l'as très très bien résumé. Donc aujourd'hui, quand on pense à qu'est-ce qui influence la consommation, la publicité, même avec le poids qui a été souligné dans le rapport, et pas forcément la seule responsable de ça. Et je pense que ça serait vraiment dommage de ne pas élargir la réflexion. Donc je donne un exemple, par exemple, qui est aussi donc dans le rapport des critères, qui est sur la loi anti-gaspillage en France, qui est présentée dans le rapport comme il y avait des dispositions sur la publicité, etc. Mais la loi anti-gaspillage, c'est une loi holistique qui s'intéresse à beaucoup plus de sujets. Donc on est aussi tout à fait en faveur de cette approche holistique-là, qui va examiner la publicité, mais pas que. Et quand je parle de pas que, je suis pas forcément sur des choses que les critères ont déjà discuté sur l'obsolescence programmée, etc. Mais juste, et Valérie, tu l'as souligné, sur les médias aujourd'hui, quand on parle de communication, les médias et ce qui est projeté a certainement un poids aussi important, si ce n'est plus, que ce qui est dans une publicité. Donc, tout le monde doit savoir ici, ou en tout cas être au courant de ce qu'on appelle le White Lotus Effect. Vous regardez ça, là, c'est une série sur une plateforme de divertissement et donc qui est extrêmement, efficace, si j'ose dire, pour influencer la consommation. Vous regardez les dernières tendances sur les voyages en Thaïlande et vous aurez ça. Donc, je pense que on est relativement perplexe à l'idée de juste isoler la publicité commerciale. Et le deuxième élément qui va avec ça, qui est sur la publicité commerciale, et c'est pour ça qu'on veut un mode de co-création, c'est que on a un peu l'impression, mais ça serait un débat, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, mais on veut être partie prenante parce que on a un peu l'impression que il y a un impact assez linéaire qui est fait entre publicité commerciale et surconsommation. Or, aujourd'hui, les parcours d'achat sont tout sauf linéaires. Donc, par exemple, quand on parlait de pas présenter assez d'informations, mais quand vous pensez à un parcours d'achat aujourd'hui, les gens, ils voient une publicité, ils regardent ça sur leur téléphone, ils vont voir sur un site internet qui sera peut-être un comparatif de prix, comparatif de marque, ils vont voir sur le site de la marque. Donc, la publicité commerciale, elle est un élément de la chaîne et c'est pour ça qu'on veut faire partie de la co-création parce que nous, on a cette expertise-là de regarder où est-ce qu'il faut intervenir pour obtenir des solutions qui soient justes et performantes. Je vous donne un exemple très très vite là pour que c'est peut-être la notion d'écosystème, puis points de contact et parcours d'achat, ça peut être un peu nébuleux, mais un domaine que moi je connais mieux que les appareils électroménagers, mais qui est le transport aérien. Vous regardez aujourd'hui, il y a une publicité pour un transporteur aérien. Vous allez regarder après sur une plateforme de voyage, et certaines plateformes de voyage aujourd'hui présentent dans les choix la consommation de CO2 entre les compagnies aériennes en fonction du parcours qu'on prend. Cette information-là, elle est disponible sur un site de comparaison de voyage. Elle n'est pas disponible dans la publicité, mais elle est disponible dans le parcours d'achat d'un client. Donc, c'est ça que nous, on voudrait amener aussi à la table. C'est, la publicité commerciale, on veut vraiment se poser la question, en tout cas commencer par se poser la question sur c'est quoi l'écosystème plus large. Valérie, tu l'as noté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mode de consommation des médias, je veux dire, qui inclut la publicité, mais qui est beaucoup plus large que juste la publicité qu'on voit. Et le deuxième élément, c'était sur les informations qui sont demandées ou des mentions qui sont demandées. On va y arriver quand on parle des recommandations. Mais il y en a déjà qui existent, première chose. Et où est-ce qu'elles doivent se situer dans le parcours d'achat? C'est des réflexions que je pense qui sont importantes pour qu'on arrive à des solutions qui soient justes et performantes. Je vais arrêter là parce que là, on va commencer à tomber dans les recommandations, mais ça fait un peu le tour du point de vue des agences membres, donc je représente.
Parfait, merci Thomas. Puis Julie-Christine, je vais te laisser réagir, mais dans le fond, je vois le temps qui passe, donc je veux vraiment m'assurer qu'on a un 15 minutes à la fin pour pouvoir avoir une conversation aussi avec les personnes qui écoutent. Donc, je reprends la balle au bon. C'est sûr que vous voyez que c'est pas un sujet qui est simple. Puis évidemment, quand on a lancé Masse Critique, on l'a lancé aussi parce que c'est un sujet qui mérite avoir des débats et des conversations et un travail. Nous, de notre côté, chez Masse Critique, on est parti quand même du principe que vient avec dans le fond, le pouvoir qu'a notre industrie de parler à des milliers de citoyens tous les jours vient aussi une grande responsabilité. Donc, parmi les choses qu'on a mis en place au niveau concrètement, là, dans le quotidien, on forme, on éduque, on fait beaucoup de conférences sur plein de sujets, mais essentiellement, nous, les 3 axes de recommandations sur lesquels on travaille, c'est beaucoup sur le quoi, donc les messages publicitaires. Donc, évidemment, là-dedans, il y a l'éco-blanchiment, le greenwashing. On est heureux, on a une loi, même si elle n'est pas parfaite, mais qui est quand même qui a été lancée au mois de juin, de pas propager les stéréotypes, d'éviter, dans le fond, évidemment, les achats impulsifs. Tu parlais, Julie-Christine, beaucoup on parle peu, en fait, de réparation, réemploi, durabilité. On parle beaucoup de vente de produits neufs. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant, on participe quand même à l'imaginaire collectif, donc des éco-comportements dans les publicités. Donc ça, sur le quoi. Sur le comment, on parle évidemment d'éco-socio-conception des campagnes de publicité. Mais de manière générale, on a envie de dire, on a quand même un pouvoir, comme tu l'as mentionné, Julie-Christine, comme tu l'as mentionné, Thomas. On fait partie quand même de la culture globale de notre industrie. Donc, on a un pouvoir aussi d'amener ce que moi j'appelle amener le durable désirable, donc de créer cette transition socio-écologique et montrer aussi qu'on peut être heureux, que la belle vie, c'est pas juste d'avoir des grandes maisons, beaucoup de voitures ou d'aller, comme tu l'as dit, à l'autre bout du monde pour être heureux, mais on peut avoir une autre vision de la vie. Donc, Julie-Christine, je te redonnerai la parole. Dans votre rapport, vous avez quand même beaucoup de recommandations liées aussi au type de métier que vous faites et à l'influence que vous avez. Voudrais-tu nous partager? Puis je te reviendrai, Thomas, justement pour discuter de ces recommandations. Parfait. Donc, je vais remettre ma présentation pour que vous puissiez suivre plus facilement. Donc, je vais surtout parler de la première. Hein, comme vous voyez, c'est la plus grande, la plus détaillée. Donc, la première, en fait, c'est de resserrer le cadre réglementaire de la publicité pour obliger l'affichage de certaines informations et interdire l'affichage d'autres messages. Donc, plus précisément, on propose 3 obligations. Donc, la première, c'est d'afficher une empreinte environnementale du bien dans la publicité. C'est déjà fait pour certaines publicités en Europe pour les automobiles, par exemple. Il y a une charte là, qui passe du vert ou du rouge pour nous dire la consommation d'essence du véhicule. Donc, en un clin d'œil, on a déjà une meilleure idée, disons, des impacts là, environnementaux du bien qui nous est présenté. Donc, ça pourrait être fait sous différentes formes à voir et à tester au besoin. On a aussi une proposition d'afficher une mention qui favorise une consommation matérielle plus durable, donc une sorte de mention légale dans toutes les publicités pour les biens de consommation qui nous dirait, par exemple, acheter usagé ou emprunter un bien, louer un bien. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Ou avez-vous pensé à réparer votre appareil? Donc, plusieurs choses comme ça. Et encore une fois, c'est fait en France pour les automobiles. Donc, il y a des messages qui incitent à prendre le transport collectif ou le transport actif qui sont obligatoires aussi dans les publicités automobiles. La troisième obligation, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est d'indiquer le prix du bien quand il y a un rabais ou une stratégie de financement qui est affichée, parce que, comme je l'ai dit, on s'est rendu compte que le deuxième était bien plus souvent affiché que le premier, alors que le prix est vraiment le critère numéro 1 d'achat des gens, mais on vient mettre vraiment plus souvent l'accent sur à quel point il est accessible financièrement, alors que finalement, le prix total, on ne le connaît pas quand on voit la publicité. Quatrièmement, deux prochains, c'est 2 interdictions. Donc, interdiction d'afficher certaines promotions. Et là, je parle seulement de l'affichage de promotion. Donc, une offre de cadeau à l'achat. Donc, par exemple, quelqu'un veut, la publicité présente un ordinateur, puis on présente aussi le fait qu'en achetant l'ordinateur, on va avoir une paire d'écouteurs gratuites ou une souris, un clavier, je dis n'importe quoi, là, mais c'est des cas qu'on a vus.
Et ça c'est de la surconsommation dans le sens où la personne n'en a peut-être pas nécessairement besoin. Elle cherchait juste à acheter un ordinateur, mais là, on lui met de l'avant qu'elle aura un autre bien en plus. Donc, ça peut être très alléchant, mais elle n'en a pas nécessairement besoin. Et aussi d'interdire d'afficher les offres promotionnelles à l'achat de plusieurs biens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, on le voit souvent dans les électroménagers, mais par exemple, tu as 10% de rabais si tu achètes un électro, 20% de rabais si tu en achètes 2, 30% si tu en achètes 3. On l'a vu aussi souvent dans les publicités. Et même chose, ça peut inciter à remplacer un électroménager que tu as déjà à la maison qui fonctionne déjà très bien. Mais quand tu vois que tu as un plus gros rabais, ça peut mener à des achats peut-être un peu impulsifs, là, comme tu en parlais, Valérie. Et finalement, l'avant-dernier, c'est une interdiction de messages incitant au remplacement d'un bien qui est toujours fonctionnel. Et c'est là où les agences nous ont surtout dit qu'il fallait vraiment que ce soit des mots, des images précis qui soient interdits, puis que ce soit bel et bien clairement indiqué dans la loi, comme c'est fait en fait pour le tabac. On nous l'a souvent nommé comme exemple. Finalement, mieux encadrer les offres promotionnelles liées aux grands moments de consommation. On n'a pas de recommandations très précises, seulement de regarder comment on pourrait mieux encadrer ça parce qu'on a vu dans notre analyse de publicité que c'était le vendredi fou, le Boxing Day, etc. C'était utilisé à tous les moments de l'année pour présenter un rabais et essayer de vendre des biens. On a vu le Boxing Week en juillet, le vendredi fou en été, le solde de la fête du travail anticipé, etc. Donc, peut-être qu'on pourrait obliger que ces promotions-là soient utilisées à certains les jours entourant cette fête-là, entre guillemets, ou seulement la journée du vendredi fou, par exemple. Et nos deux dernières, donc on a étudié la possibilité de restreindre l'affichage de publicité commerciale dans les lieux publics. En fait, c'est un peu pour revoir la place de la publicité dans la vie des gens. On est constamment bombardé de publicité à l'extérieur, sur nos téléphones intelligents, à la radio, à la télévision. Même quand on va dans des événements, il y a des commandites, il y a des logos, bref, il y en a vraiment partout. Et il y a des villes, en France notamment, mais des arrondissements aussi de la ville de Montréal, qui ont retiré des grands panneaux d'affichage ou qui les ont gardés, mais qui ont du moins interdit que ce soit de la publicité qui soit affichée dessus. Donc, on pourrait étudier la possibilité de faire la même chose ici. Et finalement, en fait, le dernier message, c'est vraiment en lien avec tout ce que fait Masse Critique, mais de recentrer le marketing autour de modes de production et de consommation plus durables. Donc, de simplement revoir les messages comme tu l'as si bien expliqué, Valérie. Ça peut être aussi avec des campagnes au niveau gouvernemental de sensibilisation, d'éducation pour amener les gens à consommer autrement, mais de manière plus durable. Donc, voilà, en gros, ça fait le tour. Et je vais me permettre de faire de la promotion, moi aussi, mais là-dessus, on avait eu la chance au dernier webinaire, un petit peu avant Noël, d'avoir discuté avec la responsable marketing de l'ADEME en France qui a fait la fameuse campagne sur les dévendeurs, malgré qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais donc là-dessus. Thomas, je pense que une partie de justement ta réflexion était en lien avec ces recommandations-là. Veux-tu nous donner un petit peu ta réaction face à ce rapport? Ton micro est coupé. On parlait de technologie tout à l'heure, tu vois, on est au même niveau. En fait, on a beaucoup à dire sur cette section-là, puis je sais qu'on veut réserver du temps aux questions, donc je vais aller assez vite, mais ça mériterait qu'on continue la conversation. Donc, je vais commencer par les deux qui nous posent le plus d'enjeux. Puis je pense que même Julie-Christine, dans la façon dont tu l'as présenté aujourd'hui, je commence avec les restreintes de l'affichage. On a plus l'impression que c'est par rapport à la présence de publicité dans les environnements que sur la surconsommation que cet élément est là. Aujourd'hui, même dans le rapport, qui est tout à fait vrai, hein, vous mentionnez l'importance du téléphone mobile, etc. On trouve que cette conclusion-là est un peu curieuse en lien avec la surconsommation, puis par rapport aux vraies habitudes médias, mais ça mériterait une conversation plus à fond. Mais c'est pas là-dessus que je veux passer le plus de temps parce que il y a des pistes intéressantes dans la première recommandation. La troisième, en fait, qui est recentrer le marketing. À part des campagnes de communication, puis là, ça c'est interpeller le gouvernement, effectivement, se pose un modèle d'affaires des agences de communication créative. Si on n'a pas de mandat pour faire ça, c'est pas à nous de faire ce travail-là.
Donc, je veux pas me cacher derrière la relation agence-marque, mais nous, on n'a pas on n'est pas, le modèle d'affaires d'une agence n'est pas là-dessus. Donc, pousser ça, outre le fait d'interpeller les gouvernements, les différents paliers de gouvernement pour faire des campagnes sociétales, on se pose aussi la question de qu'est-ce que ça fait dans un rapport avec la publicité commerciale, d'où mon point en amont, qui recentrait le rapport là-dessus. Mais c'est pas les deux points, je pense, qu'on devrait débattre ici, enfin, sauf si évidemment il y a des questions, parce que je vais arrêter dans 1 minute. Bon, sur resserrer le cadre réglementaire, c'est là où il y a énormément de choses, puis il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a effectivement des choses qui sont testées dans d'autres pays. Sur les mentions qu'on trouve qui seraient intéressantes, pour ceux qui savent peut-être, ou en tout cas qui décident, qui arrivent à le savoir avec mon accent, mais ça, les mentions ont commencé sur la nourriture pour combattre l'obésité, manger, bouger, etc., puis qui a eu effectivement un certain succès parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas si le covoiturage, les mentions qui sont spécifiquement liées aux nouvelles types de mobilité, aux mobilités douces, etc., ont un impact. Vous le soulignez aussi dans votre rapport, mais ça a eu un impact notamment sur l'obésité puis sur la façon dont on mange. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais pas le marteler 3 fois, mais je reviens sur le point de, OK, où est-ce que ce message-là devrait avoir lieu dans un parcours client qui est complexe? On est aussi, vous l'avez vu, dans l'explosion des médias numériques. Dans les médias numériques, il y a de la recherche en ligne, il y a des bannières sur lesquelles il n'y a pas forcément la place pour mettre ça. Enfin, est-ce que c'est sur un message publicité commerciale que ça devrait avoir lieu? Je dis pas ça pour nous défausser, là, parce que c'est une vraie question dans un parcours d'achat, où est-ce que cette information-là devrait avoir lieu? Et moi, j'aimerais bien qu'en co-création, que ce soit quelque chose qu'on examine. La même chose pour le prix. On parle beaucoup du prix, mais il y a des publicités qui sont plus de marque et des publicités qui sont plus promotionnelles. Donc, c'est aussi dans un parcours client, les gens sont exposés à ces messages-là à différents éléments. Dernier point, puis après je laisse la parole pour la conversation. Sur tous ces éléments-là, il y a, j'insiste là-dessus, il y a des bonnes pistes de départ. Je pense que ça mériterait un comité de travail pour qu'on regarde comment on avance en fonction des intérêts des parties prenantes. J'arrête là, j'ai beaucoup plus de choses à dire, mais je veux, Valérie, Julie-Christine, que les gens puissent poser des questions. Puis peut-être avant de laisser poser les questions, Julie-Christine, est-ce que tu as une réaction peut-être aux commentaires de Thomas? Oui, je vais essayer d'être rapide moi aussi. Tu parles beaucoup du fait que la publicité est une des étapes du parcours de consommation du client. Et oui, c'est vrai. Puis que même si c'est vrai qu'il n'est pas linéaire, ce parcours-là, il mène pas mal toujours à la même finalité qui est l'achat. Ce que je dirais, en fait, c'est que moi, je pense qu'il faut quand même commencer à quelque part. Et oui, il faudrait des mentions. Par exemple, je parle de l'empreinte environnementale du bien. Oui, il en faudrait pas seulement dans la publicité, mais lorsque la personne est en magasin et qu'elle veut acheter un bien, il faudrait qu'elle ait cette information-là également. Ça faudrait que ce soit à plusieurs places, mais je pense que la publicité est quand même un des endroits où on pourrait commencer à le faire, voir si ça fonctionne bien et ensuite l'élargir peut-être à d'autres secteurs. Donc, je pense que ça, ce serait mon premier point. Puis quand on parlait d'autorégulation plus tôt, nous, pourquoi on est allé plus tôt dans la recommandation d'y aller avec un resserrement légal, c'est qu'il y a plusieurs fois dans l'histoire où l'autorégulation a montré que ça ne fonctionnait pas. Je pense que si on avait attendu que l'industrie du tabac s'autorégule pour ses publicités, on n'en serait pas là aujourd'hui. Même chose pour l'autorégulation au niveau des émissions des véhicules, par exemple, à essence. Ce n'est pas l'industrie qui se serait autorégulée pour ça. Donc, je pense qu'en 2025, on a assez parlé de crise climatique, de crise environnementale et qu'on doit avoir un petit peu plus là, d'encadrement strict plutôt que des mesures plus volontaires qui ne seraient pas contraignantes. Je vais juste répondre, merci, je vais juste répondre, puis je sais qu'on va finir par monopoliser la parole, mais sur la loi anti-tabac, c'est pas une loi qui était spécifique il y avait toute une approche holistique sur le prix des ordres. Donc c'est ça que je pense qu'il mérite une plus grande discussion. Là, ces recommandations-là sont sur la publicité commerciale. Et je refais l'analogie que j'ai faite sur la loi anti-gaspillage qui a eu lieu en France.
il y avait beaucoup plus d'éléments. Il y avait sur les plastiques jetables, les one-use plastics. Il y avait énormément de dimensions non publicitaires. Et je pense que ça, c'est un vrai débat de société. Puis c'est là où nous, je pense qu'on veut aussi faire une pause et dire, OK, de quoi on parle exactement? Parce que là, on a un peu l'impression que c'est la publicité commerciale qui est autrice de tous les mots. Et ça, pour nous, c'est un vrai enjeu, alors qu'il y a énormément, puis j'ai pas eu le temps, mais on parlait de rabais et dans toutes les communications, mais une stratégie de bas prix, vous regardez encore une fois dans le monde du transport aérien, c'est pas les rabais qui ont mené au surtourisme dans certaines destinations touristiques, c'est l'apparition de ce qu'on appelle du low cost. Donc il y a énormément de dimensions, et encore une fois, je dis pas que les promotions n'ont pas aidé, mais il y a énormément de dimensions à regarder. Mais j'ai beaucoup à dire, on a beaucoup à dire, mais malheureusement, on ne va pas avoir assez de temps. Mais ce que j'apprécie en fait beaucoup de ce discours-là, c'est que d'un côté comme de l'autre, en fait, on comprend que c'est juste le début. Et donc, ça, je pense que si on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est formidable. Je vais me permettre, avant de laisser peut-être la parole au micro ouvert, de reprendre 2 questions qui sont sur le chat. Donc, une, si vous me permettez, mesdames, Priscilla, Mathilde, je vais agglomérer vos 2 questions. Mathilde nommée, même si donc Thomas, tu as parlé beaucoup du parcours d'achat, elle disait, mais même si le parcours d'achat n'est pas linéaire, la finalité de ce parcours, c'est l'achat et la publicité sert à inciter l'achat, n'est-ce pas? Et Priscilla renchérissait, sans publicité, bien des parcours ne débuteraient pas, j'imagine. Donc, veux-tu préciser peut-être un peu ton idée derrière, quand tu parlais beaucoup finalement, de la non-linéarité du parcours d'achat aujourd'hui? Là, je pense que c'est un autre débat de société. On est dans une société de consommation. Je suis pas d'accord avec cette approche-là. La consommation, puis ça, c'est pour ça que on parle aussi de la publicité, c'est pas toute la culture. Donc, je nous challengerais collectivement, et puis je vous inclus là-dedans, je suis pas sûr qu'il n'y aurait pas des débuts de parcours d'achat sans publicité. Il y a d'autres, encore une fois, je donne l'effet White Lotus, qui est très à la mode aujourd'hui. Il y a des parcours d'achat qui sont commencés avec le White Lotus, une émission à la télé, et qui n'ont pas commencé par une promo d'une compagnie aérienne pour une destination en Asie. Donc, là-dessus, je pense que ça mérite une vraie réflexion. Où est-ce que commencent les parcours d'achat? Puis, juste pour le parcours d'achat, c'est aujourd'hui, on est dans des écosystèmes, on appelle ça des points de contact. Donc, oui, il y a une publicité commerciale. Donc, vous pouvez voir un spot à la télé, écouter une radio, voir une bannière ou une bannière vidéo. Mais aussi, vous passez généralement sur un site web d'une entreprise qui n'est pas de la publicité commerciale. Vous passez sur, par exemple, un comparateur de prix qui n'est pas non plus de la publicité commerciale. Vous passez aussi sur des fameux reviews de consommateurs qui n'est pas de la publicité commerciale. Et tous ces éléments-là façonnent et vous font avancer, parce qu'on parle de parcours, vous font avancer vers un achat. Donc, c'est réducteur de juste examiner la publicité commerciale, parce qu'on est dans un écosystème de communication qui est extrêmement complexe, j'en conviens aussi, qui est interrelié. Mais ça, c'est notre expertise en tant qu'agence, d'où ma proposition de faire de la co-création de solutions, parce que je suis pas en train de vous mettre ça, de la poudre aux yeux. C'est que ayons une vraie réflexion avec un parcours d'achat, faisons-le sur l'électroménager, quelles informations existent, où est-ce qu'elles devraient avoir lieu. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour savoir où est-ce que ce genre d'informations-là devrait être indiqué. Donc ça, c'est deux éléments un peu sur le parcours d'achat qui mériteraient aussi d'être approfondis. Je te remercie, Thomas. Une autre question qui s'adresse peut-être plutôt à toi, Julie, Christine, sachant un petit peu ta connaissance de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Comment est-ce qu'on encadre ou on influence la création de diffusion publicitaire dans un environnement publicitaire globalisé? Donc, une publicité d'un annonceur qui est mondial qui va être diffusée au Canada. C'est une bonne question. Je ne suis malheureusement pas juriste, mais ça, comme je le disais plus tôt, ça a déjà été fait pour le tabac qui, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'était aussi des entreprises internationales. Et je pense que ça fonctionne surtout par des plaintes, en fait. Si on voit une publicité qui ne correspond pas à la loi ou au règlement, on peut faire une plainte soit au Bureau de la concurrence du Canada ou à l'Office de la protection du consommateur au Québec qui régissent les 2 lois dont j'ai pas parlé, là, mais au Québec, au Canada, les 2 grandes lois qui encadrent la publicité. Évidemment,
faut faire une plainte, mais généralement, les publicités essaient quand même, quand il y a une loi ou un règlement qui est passé, les publicitaires ou en fait les agences avec laquelle l'entreprise a fait affaire est au courant de ces règlements-là, est au courant de ces lois-là, et ça, on nous le dit aussi quand on a rencontré les agences. Donc, c'est un peu aussi elles qui voient s'il y a quelque chose qui n'est pas légal, en fait, là, dans la publicité, qui ne devrait pas s'y retrouver. Donc, elles sont aussi au courant des lois qui existent et ne le mettent pas de l'avant dans les publicités. Puis après ça, ben il y a, comme je disais, un mécanisme de plainte. Mais généralement, ça, quand il y a des lois ou des règlements, là, les entreprises, en matière de publicité, là, du moins, elles les respectent quand même bien. Là, j'ai l'impression. Puis après, voilà, on peut faire une plainte au besoin. Absolument. Peut-être, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. En attendant qu'une main se lève, une autre question d'Elisabeth. Mais pourquoi, alors celle-là, elle me touche. Mais pourquoi le milieu de la publicité qui se dit souvent si innovant et avant-gardiste ne pourrait pas prendre le leadership de cette conversation de société? La publicité, par définition, influence les gens. Influençons-les à adopter des comportements plus responsables. Elisabeth, là, c'est tout à fait, en fait, la raison pour laquelle moi, j'ai créé Masse Critique, c'est exactement ça. Avez-vous, Thomas, Julie-Christine, une réaction, une réponse à cette question? Je pense que c'est, comme tu l'as souligné, Valérie, aujourd'hui, c'est déjà un début, je pense, d'essayer de prendre ce leadership-là en mode co-création. La réponse que je vais donner est une réponse business qui, sûrement, n'est pas 100% optimale, mais on est dans un milieu d'affaires, on a des impératifs, donc on a besoin d'avoir de mandats. Donc on a soit effectivement en tant que société, on se dit comme il existait par exemple en France sur un Grenelle de l'environnement, et puis donc après il y a des lois, des directives qui sont émises, et donc là on doit les appliquer et on va plancher là-dessus. À part donc de prendre un leadership de quelles sont les solutions qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce qui est super, c'est pas le modèle d'affaires d'une agence de commencer à faire ça. Je veux dire, on est en business, on a besoin de rémunération pour avancer. Reste, je pense que Julie-Christine, ce qui est dans le rapport, je te passe la balle au bon, mais effectivement, ce que l'ADEME fait en France ou ce que les paliers de gouvernement font ici, c'est ça qui pourrait aussi, nous aider à faire avancer le débat, mais il faut qu'il y ait une volonté politique derrière ça. Je vais renchérir. Évidemment, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière ça, mais je pense que les agences peuvent aussi, puis je comprends que c'est très difficile et qu'il y a le modèle d'affaires et les clients, etc., mais je pense qu'ils peuvent aussi se tourner vers des clients qui ont de tels modèles d'affaires. Quand on pense aux électroniques ou aux électroménagers, mais ça peut être à d'autres biens ou services, il y a des entreprises qui offrent des services de réparation, qui pensent plus à la durabilité de leurs produits et que c'est leur marque aussi, c'est ça qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, de se tourner vers des entreprises qui offrent ce genre de services-là et de les mettre de l'avant dans les messages plutôt que de toujours mettre de l'avant le nouveau bien. Je pense que ça peut être une bonne façon d'allier les deux aussi, d'allier le modèle d'affaires des agences publicitaires et qui sont dépendantes des clients, évidemment, mais de pousser pour des messages un petit peu plus responsables et durables. Puis, je voudrais finir très rapidement, parce que je sais qu'il est déjà 13 heures. Dans notre rapport, on a l'air de vraiment beaucoup critiquer l'industrie publicitaire, mais ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une industrie avec énormément de talent, de créativité, de ressources, oui, financières, mais de ressources humaines aussi, très intéressante et qui doit être utilisée, en fait, à d'autres fins. Moi, le nombre de publicités que j'ai vues dans ma vie, que j'ai trouvé drôles, qui m'ont fait vivre des émotions, ou bref, que j'ai appréciées, même, je peux le dire, il faut que ce soit quand même utilisé, mais pour promouvoir des comportements là, qui sont vraiment plus en phase là, avec nos limites planétaires et non pas de toujours pousser l'achat de biens neufs. Absolument. Puis pour laisser et finir quand même ce webinaire sur une note positive, donc 3 ans qu'on existe avec Masse Critique, on est quand même des gens d'abord et avant tout de marketing et de com qui ont voulu influencer positivement puis amener justement cette notion, ce leadership-là dans notre industrie. On est quand même heureux. On a déjà des centaines d'agences et d'entreprises qui nous suivent et qui sont dans cette transition-là. Donc, il y a un futur possible dans cette transition. Est-ce qu'on a
aimerait que ça aille plus vite, plus rapidement, plus de monde. Oui, évidemment, mais c'est grâce à des webinaires comme celui-là qu'on arrive à faire changer et avoir un impact sur notre industrie. Alors, je clôture le tout en vous remerciant infiniment d'avoir fait partie là, de cette conversation-là. Thomas, Julie-Christine, je peux pas vous tirer plus mon chapeau que de participer à des conversations. C'était très intéressant sur un sujet dont on parle pas assez, malheureusement. Je vous mets là le code QR pour pouvoir aller chercher le rapport d'Équiterre en version longue et courte. Mais aussi, je me suis permis de rajouter la boîte à outils de Masse Critique parce que, comme je vous le dis, donc c'est vraiment notre mission, c'est d'amener des agences ensemble, des marques, des médias à amener cette transition-là. Donc, si ça peut vous aider, beaucoup d'outils gratuits, évidemment. Merci infiniment, Julie-Christine, Thomas, merci à vous tous. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à nous contacter. On est là pour faire avancer cette conversation-là. Donc, au plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Merci.